Bienvenue au sommet Union sacrée, de l'être à la reliance, ou l'inverse. L'histoire du sommet Union sacrée, c'est avant tout l'histoire d'une amitié entre deux femmes, Fabienne et Heidi. De femmes de cœur, authentiques, unies, et nous n'avons pas peur de cheminer devant vous et avec vous. Toutes les deux, nous cherchons à œuvrer depuis l'espace du cœur, cet espace qui relie et qui sacralise l'union. Une fois de plus, nous vous proposons des règles du jeu inédites dans ce sommet, coordonnées ensemble. Ce format est une nouvelle invitation à lâcher prise et à s'émerveiller de la puissance de l'intuition et du cœur. Une union sacrée, qu'est-ce que c'est? C'est précisément ce que nous allons essayer de découvrir et de traverser tous ensemble, accompagnés de celles et ceux qui la vivent, qui l'alchimisent. Mais aussi de ceux qui la questionnent, qui la cherchent ou la découvrent. Bonjour, bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel espace d'union sacrée, ce sommet qu'on co-crée, Heidi et moi. Et non, ça y est, j'ai le cœur qui bat parce que voilà, je reçois aujourd'hui une femme que j'affectionne, enfin nous recevons, mais je parle pour moi là, une femme Hmm. que j'affectionne particulièrement, Amala, Kleb Kremel, et puis qui va nous présenter la personne avec qui elle a décidé de venir aujourd'hui. Voilà, donc bienvenue à tous les deux. Bienvenue Guillaume quand même, parce que je peux te souhaiter la bienvenue également. Merci. Et puis vous allez tranquillement voilà, vous présenter à nos auditeurs, à nous-mêmes, parce que nous, on ne te connaît pas tout à fait, Guillaume. Donc, je vous Merci laisse. déjà à toutes les deux, Fabienne et Heidi, de nous inviter. Euh, on aime beaucoup travailler ensemble, Guillaume et moi. Donc, Guillaume, c'est mon mari. Mais c'est aussi plein d'autres choses. C'est mon meilleur ami, c'est mon inspirateur, c'est mon coach souvent. Et on adore travailler ensemble. Mais comme on a deux enfants en bas âge, ben c'est vrai on a un peu moins fait ces derniers temps. Mais voilà, on adore accompagner les couples ensemble et on donne bientôt d'ailleurs une retraite sur le masculin en janvier ensemble. Donc, c'est très chouette de se retrouver ensemble avec vous. Mmh. Alors, on se présente. On s'est dit qu'on allait se présenter mutuellement. Donc, Guillaume. Guillaume, c'est... Qui suis-je? Vas-y, explique-moi qui je suis. Guillaume, c'est un mélange d'un magicien et d'un saltimbanque. Mhm. Parce que il a Hmm. une façon unique de transmettre les choses. Il travaille depuis plus de 10 ans dans l'accompagnement des groupes. Et les gens l'adorent, et moi aussi, parce qu'il a cette capacité à déjouer tous les codes. Donc, dès qu'il y a une règle, il la contourne, et en fait, il a cette capacité d'ouvrir des nouvelles voies. Plus prosaïquement, il est kinésiologue aussi. Mhm. Il travaille avec le chamanisme, comme amishi, guérisseur tibétain, comme tarologue, aussi avec les outils de l'astrologie, de la divination. Voilà, c'est un être assez complet. Et mon mari. Ouais. C'est intéressant cet exercice de présenter l'autre. C'est vraiment intéressant. Bravo. T'es content? Je vais prendre note parce que c'est jamais facile de se présenter. Du coup, je vais prendre note, ça sera plus facile pour la suite. Du coup, je vais présenter Amala, que plusieurs me connaissaient déjà ici, en tout cas. Alors, moi, je vais commencer en disant que c'est mon épouse. On s'est mariés maintenant en 2017, pour le meilleur et pour le meilleur, en fait, parce que même le Mmh. meilleur fait le meilleur. Amala, c'est à la base vraiment, elle porte une âme d'initiatrice au travers de son chemin qui a été de trouver la paix, de comprendre le mystère de ce que c'est qu'être une femme, de comment guérir le féminin. Dans cette quête de ces mystères, elle a beaucoup étudié les rêves, les images oniriques et tout son travail par rapport aux rêves. Elle a écrit plusieurs ouvrages. Elle est en train d'écrire le cinquième. Voilà, que j'ai la chance de savoir de quoi il s'agit, mais ça, je ne peux pas vous en parler. Et elle accompagne les femmes. Elle a créé une école qui s'appelle l'École des mystères, où elle accompagne des femmes à devenir à leur tour initiatrices pour d'autres femmes. Elle a créé une formation qui s'appelle les 13 clés aussi, pour apprendre à comprendre le principe des archétypes
du féminin. Bref, son travail est à découvrir. Il y a surtout aussi celui que j'aime beaucoup, le grimoire des rêves, pour apprendre à interpréter ses rêves. Et travailler justement, avec je ses l'ai sous rêves. la main par hasard en plus. Voilà. Magnifique, quel Dans ton incroyable. bureau. Dans mon bureau, voilà. Donc voilà qui est Mala, outre d'être une maman incroyable et une âme exceptionnelle, c'est une experte du rêve. Voilà. J'ai un peu beaucoup. Voilà. Waouh. Le fait de se présenter mutuellement fait Ouais. qu'on ne s'amoindrit pas comme on a tendance à faire dans Ouais. une présentation. Hein. Exactement. On est bien mis en valeur. Exactement. Ouais, ça vous va, la présentation réciproque? Elle vous C'est convient? chouette. Mais du coup, c'est intéressant parce que c'est pour cette raison aussi que c'est notre thématique du jour, la réflexion de l'union extérieure vers l'union intérieure. Mm. Et que on l'a beaucoup vécu chacun de notre côté avant de se rencontrer dans le travail intérieur, justement d'abord. Ouais. Et en fait, à l'extérieur, c'était pas si apaisé que ça. Mais pour pouvoir en parler, avant que vous puissiez, j'imagine, pas dire quelques mots justement sur le projet, Amala nous raconterait une histoire, celle de Shiva et Parvati. Voilà. Donc, je ne sais pas comment... si tu veux Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voulez dire Non, justement, c'est vous justement qui... Nous, on est là, voilà, en soutien, mais je pense que ce qui est important, c'est vous d'intervenir sur cette union de l'extérieur vers l'intérieur et d'expliquer justement dans votre couple amoureux, mais aussi dans votre couple peut-être professionnel, enfin, ou même votre couple parental. Voilà, qu'est-ce qui fait que vous en êtes venu de cette union, enfin, comment vous en êtes venu de l'union extérieure à l'union intérieure? Donc, je vais raconter cette histoire dans un instant. Comme disait Guillaume, on a, lui et moi, un certain bagage en termes de travail intérieur depuis très très longtemps. Moi, j'ai commencé à travailler avec mes rêves à 12 ans. J'ai écrit mon premier roman à 12 ans. Donc, tout le travail introspectif, c'est quelque chose qu'on connaissait très bien. Mais effectivement, à l'extérieur, ce n'était pas si facile dans le relationnel, dans le couple. Et Guillaume me dit toujours comme on a bien réussi à rater beaucoup de couples, ben, on a enfin réussi à réussir notre couple. Enfin, en tout cas, on y travaille chaque jour. Et c'est vrai qu'en fait, pourquoi ce titre d'interview? Et donc, on va l'illustrer après avec le petit conte que je vais vous partager. Mais c'est vrai qu'en fait, malgré tout le travail que j'avais fait, moi, une de mes clés d'éveil spirituel les plus fortes, ça a été la rencontre avec Guillaume, comme nouvel archétype masculin en moi que j'étais capable d'accueillir, parce qu'avant, je n'étais pas capable d'accueillir un archétype bienveillant et aimant et lumineux. J'étais plus dans des énergies plus sombres, plus destructrices. Et en fait, c'est par la relation avec lui, par le regard d'amour, et je suis sûre que d'autres vous diront la même chose, mais par ce regard d'amour qu'on se porte au quotidien, que j'apprends au fur et à mesure du temps vraiment cet amour de moi. Et donc, on parle souvent de l'union intérieure vers l'union extérieure, mais ça nous a semblé intéressant de parler du fait qu'au travers du regard de l'autre, mais que ce soit dans un cercle de femmes, dans une relation avec la nature, peu importe, ce regard extérieur peut vraiment ouvrir et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, hein, de toute façon, mais peut vraiment ouvrir cette voie qui est parfois difficile à faire tout seul. Et c'est ce que va illustrer ce petit conte. Donc, petit conte, c'est un immense conte. C'est un mythe à la base de la mythologie hindoue. C'est l'histoire de Shiva et de Parvati, que j'adore raconter. Je l'ai vraiment découvert dans toute sa complexité, que je ne vous partagerai pas ici, parce que sinon ça prendrait 25 minutes, grâce à une enseignante que j'adore, qui est Shaman Yardag. Et en fait, ça a tellement résonné dans ma propre histoire, et ça m'a tellement validé dans mon vécu, que j'ai à cœur maintenant de la partager beaucoup avec les femmes. J'ai donné une sadhana récemment vraiment sur ce thème. Alors, c'est l'histoire de Shiva et de Parvati. Shiva, qui est donc un des 3 grands dieux de la mythologie hindoue, qui est le dieu de la conscience, qui est aussi le dieu de la destruction, qui est le dieu des yogis. En fait, a perdu sa femme, Sati, et de désespoir, décide de ne plus rien avoir à faire avec le monde et va méditer en haut de sa montagne et se coupe complètement du monde.
Il refuse d'interagir avec le monde. Il médite, il est dans une transe profonde et ça dure une éternité, en fait. Je vais vraiment essayer de la faire le plus courte possible parce que, comme je vous dis, je l'adore, donc je pourrais la raconter en longue version, mais version courte. Une seule personne au monde peut faire revenir Shiva dans le monde, c'est Parvati. Elle a été vouée dès sa naissance à se marier à Parvati parce qu'elle est à Shiva, parce qu'elle est la réincarnation de Sati, sa première femme. Et en fait, il faut absolument que Shiva revienne parce qu'il y a un chaos dans le monde. Il y a le démon Taraka qui est en train de dévaster le monde et Brahma, qui ne peut pas détruire sa propre création, dit la seule manière d'en venir à bout, c'est que Shiva est un fils et que cet enfant tue le démon. Et alors les dieux sont évidemment terrorisés, mais ils disent mais Shiva ne reviendra jamais, Shiva est un têtu, Shiva est braqué, Shiva est obstiné, Shiva ne reviendra plus jamais sur Terre. Et donc ce qui va se passer, c'est que pendant des années, Parvati va l'entourer de ses soins, prendre soin de son... Mais jamais il ouvrira les yeux. Jusqu'au moment où les dieux disent bon, on va intervenir. Il faut intervenir le dieu de l'amour et du désir, Kama, qui vient avec ses flèches comme un Eros, un Cupidon, et il se dit oh mais moi c'est facile, je vais tirer sur Shiva, il va tomber amoureux de Parvati. Il tire effectivement sa flèche. Shiva se réveille. Il se dit mais qu'est-ce que je sens, c'est trop bizarre, je sentais plus mon corps, je sens ce désir qui monte, je sens toutes ces choses en moi là qui sont en train de monter, qu'est-ce qui se passe? Il voit Parvati, il dit mais cette femme est tellement belle, comment ça se fait que je ne l'avais pas vue jusqu'à maintenant? Et puis il fait attends, je suis le dieu de la conscience, je ne vais pas me faire avoir par mon corps, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et là il se tourne vers Kama, qui voit là dans un coin avec son arc un peu tremblant, parce que c'est Shiva, on vient de tirer sur Shiva quand même, et de rage, il envoie de son troisième homme un faisceau, un éclair de lumière qui détruit Kama, qui se retrouve transformé dans un tas de cendres. Et tout le monde est horrifié, il dit mais Shiva, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de tuer Kama, comment on va faire? On n'aura plus d'enfants, il n'y aura plus de printemps, les animaux ne vont plus se reproduire, enfin c'est l'enfer. Mais Shiva retourne dans sa méditation. Et Parvati, à ce moment-là, réalise qu'en fait, elle ne peut pas avoir Shiva par les moyens habituels, elle ne peut pas obtenir l'attention de Shiva si elle n'est pas à la même hauteur que lui. Et donc, en fait, pendant des années, elle va méditer comme lui et décider qu'il faut d'abord qu'elle trouve son Shiva intérieur pour pouvoir le rencontrer. Et en fait, après une ruse où il se déguise en vieillard pour vraiment vérifier son amour et son authenticité à vouloir le rencontrer, il se découvre et il dit voilà, je suis là, marions-nous. Et Shiva et Parvati se marient, naîtra un fils qui rétablira la paix dans le monde. Et donc, Guillaume va nous donner un petit retour sur ce mythe, si tu veux. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans un premier temps, on a d'abord un support extérieur, qui est la relation, peu importe que ce soit la relation au couple, que ce soit la relation à l'extérieur, que ce soit la relation à l'abondance, la relation à son corps par rapport à la santé, la relation à des frères et sœurs et tout ça. Et que cet extérieur, en fonction de comment on va en prendre soin, dans quelle mesure on va considérer que c'est la projection de quelque chose qui se passe en moi, devient un support magnifique de croissance. À partir du moment où si je me pose la bonne question, à savoir, les choses ne m'arrivent pas à moi, elles arrivent pour moi. Pour moi. Et à partir de ce moment-là, tout cet extérieur devient le support qui va motiver une quête de vérité, de profondeur. Et aussi, il y a un mot qui ressort quand j'entends ce conte, cette histoire de Parvati et de Shiva, c'est le mot volonté. Et Parvati aurait pu abandonner. Elle aurait pu se dire, c'est pas pour moi, ou elle aurait pu continuer à essayer de conquérir à l'extérieur d'elle quelque chose. Elle a décidé de conscientiser que cet extérieur, ou ce qui se passait à l'extérieur, était la manifestation de l'absence de réunion en elle-même. Et donc, prenant pour support cet extérieur, elle est rentrée dans ce mouvement intérieur par la suite, qui a alors après permis de changer l'extérieur et ainsi de suite. Et en fait, la thématique de ce sommet, c'est l'union sacrée, mais on se rend compte que c'est une danse entre le yin et le yang, entre l'extérieur et l'intérieur, entre l'inspire et l'expire. Et donc, notre propos ici et notre quête,
ou notre sujet de réflexion, c'est de se dire, OK, comment l'extérieur peut-elle être un support qui peut nous permettre, en l'utilisant bien, et on va se poser la question comment bien l'utiliser, peut-être un support pour changer ce qui est à l'intérieur et comprendre ce que peut représenter cet extérieur à l'intérieur de nous, c'est-à-dire à savoir l'animus, notre masculin intérieur. Parce qu'on parle pas mal du féminin, et c'est génial, parce que ma croyance est de dire que c'est la porte d'entrée pour travailler tout le reste. Un homme aujourd'hui, je le vois dans les groupes d'hommes, et quand on travaille avec des hommes, ne va, selon ma croyance et ce que j'ai pu voir, donc que je crée aussi, ne pourra pas rentrer dans la même qualité de travail s'il a fait son travail par rapport à son féminin intérieur qu'un homme qui ne l'a pas fait. Et encore une fois, j'en profite pour faire la part des choses. Une femme et un homme, ce n'est pas la même chose que quand on parle du féminin ou du masculin. Et souvent, il y a des confusions là-dedans. Et c'est hyper important de bien en fait, faire une distinction entre les deux, avoir accès à ce qui est extérieur, à ce qui est plutôt associé à l'énergie masculine, pour que ce soit aligné. On le voit avec l'exemple de Parvati. Il faut d'abord être aligné à l'intérieur, c'est-à-dire dans une quête d'un féminin complètement aligné. Et donc, on va parler un petit peu de justement l'animus. On va parler de ce masculin, que ce soit en tant que femme ou en tant qu'homme, parce que cet équilibre avec ce masculin intérieur va nous permettre, au-delà de l'harmonie dans une relation, va permettre l'harmonie dans sa capacité d'agir. Et cette volonté qu'on retrouve chez Parvati de se dire « je veux vivre cette union à l'extérieur », donc, je suis prêt à vraiment faire le taf à l'intérieur. Et on a parlé un peu de notre histoire réciproque, qui est que, voilà, moi, j'ai suivi un maître pendant plusieurs années dans la tradition tibétaine. Amala a fait beaucoup de yoga en Inde. Elle a beaucoup travaillé sur elle, dans cette réflexion du couple intérieur. On parle ça dans différentes traditions. Et pourtant, très honnêtement, malgré l'intensité, je parle pour moi du travail intérieur, à l'extérieur, je vais parler cru, c'était le bordel. C'était le bordel parce qu'il n'y avait pas cet élan de volonté que témoigne Parvati de trouver l'harmonie avec cette énergie masculine à l'intérieur d'elle. C'est ce qu'elle va faire quand elle va se mettre dans cette grotte, c'est pas de se dire je vais me trouver, c'est je vais me trouver, mais parce que je veux que ce qui se passe à l'extérieur de moi et ce qui se passe à l'intérieur soit en unité. Et on cherche beaucoup l'union à l'intérieur et c'est indispensable, mais cette union que nous enseigne le yoga c'est l'union, mais entre quoi? Entre l'Atman. L'Atman, c'est mon étincelle divine à l'intérieur, et le Paratman, on pourrait dire, c'est la conscience à l'extérieur. C'est cette union entre l'intérieur et l'extérieur. Et donc, peut-être, Amala, par rapport à l'animus, tu avais... Ben oui, j'avais fait un partage. En fait, donc moi, je travaille beaucoup avec les rêves, et en fait, c'est intéressant, avec ce mythe de Shiva et de Parvati, de voir à quel point, en fait, tant qu'on entretient avec soi-même... moi, j'adore les rêves, parce que je dis toujours, vous pouvez parler avec une personne pendant des heures, demandez-lui un rêve et vous en saurez beaucoup plus sur la personne. Vous serez beaucoup plus en lien avec son intimité, avec les vraies choses qui se passent en elle, plutôt que ce qu'elle raconte, ce qu'elle croit, ce qu'elle aimerait être, et ce qu'elle veut faire valoir, tous ces petits jeux sociaux qu'on crée pour exister dans le monde. Alors que le rêve, il est brut, il est authentique, il est tellement vulnérable, en fait, tellement pur. Et en fait, plus on va être attentif à ces images intérieures, voir les croyances à l'origine qui les ont manifestées, voir les blessures qui les manifestent, voir tout ce qui fait que notre réalité est filtrée. En fait, le rêve est une photographie de cette réalité filtrée et nous dit, est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Et en fait, plus on met de la conscience sur ce processus, plus en fait, on peut vraiment lier avec cet extérieur une relation d'amour qui est la même que celle à l'intérieur, en voyant, tiens, qu'est-ce qui se passe, pour retourner au thème de notre interview, en voyant, tiens, voilà comment est mon extérieur. Et du coup, comment ça reflète en fait mon intérieur. Plutôt que de toujours dire, ah, l'autre est pas comme il faut, je vais changer de partenaire, je vais changer de boulot, je vais changer là. Comment ma réalité maintenant à l'instant T, comment la réalité de vous qui nous écoutez, comment cette réalité à l'instant T reflète vos croyances, reflète vos désirs peut-être pas assumés, reflète si à l'instant T vous deviez mourir, quels seraient vos regrets? C'est un peu ça la question du travail du rêve. Et en fait, avec le rêve, on prend cette photographie de l'extérieur grâce au rêve et on se dit, tiens, mais qu'est-ce qu'en fait j'ai envie qu'il évolue? Et c'est ce que fait Parvati en se disant, la réalité extérieure
ne me correspond pas à mon désir, c'est qu'en moi, il doit y avoir des choses déformées. C'est que, en fait, je dois me considérer comme inférieure à Shiva. C'est en fait que je dois me considérer en tant que femme inférieure et que c'est normal que finalement, il n'ouvre pas les yeux et que je sois à son service. C'est qu'en fait, etc., etc. Et de voir qu'en fait, le fait que la réalité extérieure ne réponde pas à son désir lui fait comprendre OK, en fait, il faut que j'aille voir à l'intérieur ce qui se passe. Il faut que je développe ce Shiva parce que je ne peux pas demander à celui que je vois en face de moi d'aller prendre cette place vide en moi, cette place manquée, cette place pleine de blessures, de projections, etc. Il faut que j'aille nourrir celle-là pour pouvoir le rencontrer. Et ouais, Ce que je trouve, juste pour rebondir aussi, parce que Amala parlait de ses croyances et tout ça, mais pour moi, il y a une notion d'héritage et des attentes extérieures. On le dit, on attend que Parvati, qui est la réincarnation de Sati, la première femme de Shiva, et ben on se dit, comme c'est sa première femme, tout le monde attend qu'elle joue son rôle de femme et qu'elle-même, elle va vers Shiva la première fois. Alors, on aurait pu aller plus long dans cet espace, dans le conte, mais elle en prend soin alors qu'il est en méditation, il ne s'en rend même pas compte. Donc, elle est dans une façon de vibrer son féminin complètement dictée par un extérieur, un patriarcat, et donc il fonctionne avec un héritage. Et cet héritage, il peut être transgénérationnel dans nos vies à nous. Comment on va rendre hommage à nos ancêtres ou à la terre qui nous a été donnée, ou qu'est-ce qu'on va reproduire dans l'expression de notre énergie féminine ou de notre énergie masculine, et comment on peut délier tout ça. Alors, on peut considérer que c'est du travail intérieur, et pourtant, c'est des choses qui nous ont été léguées, de la même façon qu'on peut nous léguer un patrimoine. Moi, je fais une distinction entre ce qu'on appellerait l'union intérieure, dans l'union avec sa conscience, et ce travail avec les objets extérieurs ou les phénomènes extérieurs, qui sont notre éducation, qui sont notre héritage transgénérationnel, qui sont les dictats de la société ou la culture, où on va devoir gérer un peu avec tout ça. Et ce que je trouve relativement intéressant aussi, pour repartir sur le mythe, avant de préciser par rapport à l'animus, c'est tout ce moment où, quelque part, Shiva va brûler ou va détruire Kama, le dieu de l'amour et du désir. C'est comme si à un moment donné, pour moi, j'entends une remise en question, que ce soit de Parvati en tant que femme, en tant que personne, de la question du désir, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? La question de qu'est-ce que je veux vraiment. Et c'est à partir du moment où elle se pose cette question, où elle est plus complètement dans une force d'attraction, peut-être qu'elle n'a même pas elle-même choisi, que le vrai travail de réunion commence avec cet animus. En fait, dans ton partage, j'ai eu cette image d'un rêve qu'un enseignant du rêve partage et qui est très belle. C'est un enseignant qui est vraiment dans la tradition védique du rêve. Et il a eu ce rêve une nuit où il escalade une montagne. Il est avec sa grand-mère, sa vieille grand-mère qui marche très lentement. Et il escalade cette montagne. Et il y a vraiment, c'est comme l'image du Capricorne qui monte vers le sommet de la montagne lumineux. Il y a vraiment, voilà, cet appel spirituel qu'il appelle, sauf qu'il y a sa grand-mère, et sa grand-mère est vraiment souffrante, et elle le ralentit du coup. Et au bout d'un moment, bon, il décide de la mettre sur ses épaules pour l'aider à marcher, mais il se rend bien compte, vu la distance, qu'il n'y arrivera pas. Et en fait, avec ce rêve, il a compris qu'à un moment, le transgénérationnel, à un moment, tout cet héritage, toutes ces blessures liées aux générations qui nous précèdent, il faut les mettre de côté, parce que sinon, on n'arrivera pas à notre union intérieure. Sinon, on n'arrivera pas à cette union spirituelle à laquelle on inspire. Donc, pour aller dans ton sens, l'animus, c'est complètement un héritage que, en général, la femme acquiert de sa mère. C'est très important de le noter. En général, ce n'est pas l'image du père qui crée notre image de masculin intérieur, c'est ce qui a été transmis par les lignées féminines. Féminine, maternelle. Et du coup, c'est super intéressant. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, on a tendance à se dire masculin, je regarde l'homme, mais en fait, masculin, je regarde la femme. Et quelle image biaisée et déformée elle m'a transmis de ce masculin. Quels sont les il faut et les je dois et les tu ne dois pas qu'elle m'a transmis en fait. Et moi, j'aime bien cette image de Shiva qui détruit Kama parce qu'en fait, pour moi, c'est presque une image et alors on peut la de plein de facettes différentes, parce que c'est un mythe, c'est ça le pouvoir d'un mythe, on ne peut jamais en faire une interprétation pure, il est constamment vivant et en mouvement, mais ce moment où il détruit Kama, pour moi, c'est une image extraordinaire d'un animus destructeur, d'un animus qui est tellement séparé de l'autre et du monde, qui est tellement dans ses croyances et dans sa vérité, et qui ne veut plus rien avoir à faire avec le monde. C'est un peu l'image de ce sage qui s'éveille dans la montagne,
sûr d'apporter la bonne parole au peuple, il descend, il dit « Ah, je vais leur transmettre plein de choses ». Paf, il y a un petit enfant qui court, qui lui marche sur le pied, et il commence à l'insulter. Et c'est un peu cette image du masculin qui se nourrit que de lui-même et de ses propres croyances. Et donc, j'ai une petite citation ici d'Ariane Collot qui dit « Sur le plan négatif, l'animus engendre des opinions reposant sur des préjugés inconscients et des a priori. La femme dominée par son animus possède ou plutôt est possédée par des convictions qu'elle est prête à défendre parfois avec une violence toute masculine. » Et pour moi, c'est cette image de Shiva qui détruit Kama. C'est ce positionnement, je disais tout à l'heure à Guillaume, c'est cet homme qui vit seul depuis 30 ans et qui jure et qui crache parce qu'il y a un enfant qui joue à côté et le bruit l'ennuie, ou c'est cette femme célibataire depuis 30 ans qui en fait devient complètement négative au sujet de l'homme et en fait très très dure dans son jugement ou son autorité. C'est ce Shiva qui, dans sa solitude et dans ses convictions, est devenu complètement coupé de sa part féminine, coupé de Parvati. Et après, l'animus, dans son versant positif, là, c'est le moment où Parvati se dit « Stop, en fait, je vais le chercher en moi-même », possède l'esprit d'initiative, cette volonté dont parlait Guillaume, et la capacité d'agir d'une façon organisée. Il devient le médiateur de l'expérience religieuse et donne à la femme une fermeté spirituelle, exactement ce qu'elle va expérimenter et développer en elle. Il la relie au domaine de la spiritualité et des idées créatrices. Et elle y est encore plus réceptive que l'homme. Ensuite, si elle développe ce masculin. Oui, voilà un peu ce que... C'est intéressant de partir aussi de l'observation que l'animus en nous, c'est-à-dire ce masculin en nous, il a des fonctions où il a des aptitudes, comme peut l'avoir le féminin, par exemple des aptitudes de préservation, de protection. Il va devenir négatif dans cette préservation, cette protection, en devenant enfermant, en devenant autoritaire et non pas offrant une fermeté, que ce soit une femme ou un homme, quand il considère qu'il y a un danger de quelque chose, quand il est en souffrance. Et donc, c'est la quête d'un féminin déséquilibré ou d'un masculin déséquilibré de comprendre, tiens, qu'est-ce qui met cet espace en nous que l'on a hérité ou qu'on a nourri en soi-même en souffrance, qui du coup a pour conséquence que ces aptitudes, il les utilise mal, il les utilise sous stress. Et on le voit régulièrement, par exemple dans le travail en constellation familiale. Si je prends l'exemple de nos ancêtres et de ce que le patriarcat nous a laissé, c'est que derrière, il y a à l'origine des souffrances et donc un énorme stress. Parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu un environnement extérieur qui est devenu hyper stressant. Et ça a produit dans les descendances une rigidité, une fermeté, qui a des soumissions, des grandes souffrances. Et on arrive aujourd'hui à ne plus savoir vraiment bien définir peut-être même ce qu'est ce masculin. En tant que femme, si j'ai un masculin complètement aligné, en fait, qu'est-ce que ça va représenter? Si j'ai un masculin complètement aligné pour un homme, qu'est-ce que ça représente vraiment? Pas en termes de clichés, genre la virilité de dingue, la grosse bagnole, les muscles et le truc. On n'est pas du tout dans cette quête-là. Et il y a un sujet, alors à mon tour de lire une petite citation. Ah oui, oui. J'ai trouvé que c'était un bel exemple, un beau résumé de peut-être le rôle que va jouer ce masculin, peut-être le rôle que va jouer aussi cette énergie du père, et qu'est-ce qu'elle vient initier de si important pour offrir les bons fondements à cette énergie masculine. C'est un livre d'Anne Dufour-Mantel qui s'appelle « L'éloge du risque ». Alors, c'est une philosophe, donc les textes sont très beaux, mais voilà, faut les recevoir. Et en tout cas, il y a une phrase que je trouve très importante. Elle dit « Un père, c'est quelqu'un qui pose une séparation vivante, possible, aimante, entre la mère sauvage et matricielle, et l'enfant, qui dit en fait à l'enfant que le monde au dehors d'un ventre est possible et désirable, que l'on peut apprendre et s'amuser beaucoup et qu'il est permis de désirer, que le désir est infini, jamais épuisé, qu'il vous porte plus encore qu'on ne le porte comme l'esprit. » J'aime cette image et cette belle explication en fait de la place du père et cette place initiatrice en fait d'un masculin peut-être du coup responsable et positif qui va montrer qu'en fait on parlait de cette union extérieure vers l'union intérieure, mais en fait que cet extérieur il est chouette, cet extérieur il est beau, qu'on peut avoir envie d'avoir des désirs qui sont les nôtres,
dans cette image de Shiva qui brûle Kama, il y a cette question de qu'est-ce que je veux vraiment. Et donc, on peut avoir des désirs, on peut aller vers le rêve aussi, voire même l'utopie de faire l'expérience de quelque chose à l'extérieur, de profondément bon, de profondément grand, et du coup de me poser la question comment libérer ce qui est là en moi-même. Et du coup, l'exemple d'un masculin ou d'un père tel qu'elle nous le présente dans le début du texte, je ne vous ai pas lu le début, elle dit qu'un père, en fait, il peut être absent, il peut être maladroit. Par contre, elle pose la question, est-ce que c'est vraiment un père en ce sens? Peut-il être le socle initiateur et le soutien, même s'il n'est pas là, mais même imaginaire, d'une expansion à l'extérieur, dans sa puissance? Donc un animus positif va soutenir l'expression de notre puissance, se met au service du féminin qui est dans la créativité, du coup le soutien va être apporté par ce masculin, dans le fait de pouvoir après apporter cette protection et ce droit à se préserver dans qui l'on est, son intégrité. Et donc, forcément, un animus négatif va amener l'inverse. J'arrive pas à être intègre, j'arrive pas à dire non, j'arrive pas à respecter mon espace. Je sens que j'arrive pas à donner de la valeur à ma créativité ou à mes créations dans le monde, parce que je suis pas assez, ou ce genre de choses. Et c'est tout le rôle. Alors, il y a des belles images aussi dans les mythes d'Avalon, avec Excalibur, ou cette image archétypale du roi Arthur ou du soutien de ce masculin-là. Qu'il reçoit, comme on disait, on part du féminin pour aller vers le masculin, cette épée Excalibur, cette épée de sa royauté, de sa souveraineté, qu'il reçoit de la part de Viviane, la dame du lac, qui l'a créée pour lui. Donc il part de ce féminin pour manifester un masculin juste et pas un masculin irrité des rois qui l'ont précédé et qui ont mis le chaos dans le monde. Peut-être que tu avais une question intéressante aussi pour aller dans un espace introspectif. Oui, peut-être des petites pistes de réflexion. Juste pendant que tu parlais, j'avais une autre image. Moi, j'adore les mythes. C'est vraiment ma voie de transmission. J'avais un autre conte qui m'est venu en image quand tu parlais de cette créativité qu'on s'autorise à exprimer dans le monde. Il y a Clarissa Pinkola-Estés qui parle extrêmement bien de toutes ces notions. Et il y a ce conte de la Llorona où en fait la rivière est complètement asséchée, desséchée, parce qu'elle est dans une victimisation, elle est dans une violence, dans une souffrance, elle est accompagnée d'un masculin, d'un homme hyper dur en fait, et la rivière est complètement desséchée. Elle dit même qu'il y a une usine dont il est propriétaire qui est à côté, qui déverse toute cette substance dedans, et donc en fait l'eau est complètement empoisonnée. Et qu'en fait le travail de l'animus, c'est l'animus qui devient un soutien à l'expression de ce féminin dans le monde, nous permet de retrouver cette rivière de notre créativité. On parle souvent de l'eau pour la femme, de nos eaux intérieures, de notre utérus, qui est notre chaudron des rêves, notre chaudron de créativité. Quand les eaux sont desséchées, quand on a bon alors là, ça peut toucher certaines, mais moi j'ai été très longtemps concernée. J'avais un animus très dur, j'étais extrême, j'étais Shiva dans la montagne. C'est pour ça, je disais que ce mythe m'a beaucoup touchée, mais je ne vous ai pas dit pourquoi. J'ai été Shiva. Moi, j'ai été Shiva pendant des années, dans une discipline de dingue, dans une dureté avec moi-même. Je le suis encore souvent, mais c'était vraiment très extrême en fait. Et je pense que beaucoup de femmes aujourd'hui peuvent se reconnaître là-dedans, dans une dureté par rapport à mon corps, dans une dureté de discipline. Je pratique énormément tous les jours, avec un extrémisme difficile à concevoir. Je ne vais pas aller plus dans les précisions parce que ça fait presque peur en fait. Mais complètement desséchée en fait, au point où j'avais plus de corps féminin, j'avais plus de poitrine, j'avais plus rien, et je n'avais évidemment plus mes lunes. Et donc cette rivière desséchée, de cette présence d'un masculin si dur, qui est si souvent présent dans cette société patriarcale où les femmes doivent correspondre à un idéal à tous les niveaux, pas seulement physique, dessèche cette rivière intérieure. Et en fait, par les retrouver avec le féminin, par l'amour de son corps, par la connaissance de ses cycles, etc., cette rivière peut reprendre naissance et ensuite, grâce au soutien de cet animus positif, s'exprimer pleinement dans le monde et nourrir les eaux du monde et nourrir les terres desséchées du monde. Et donc, du coup, oui, par rapport à toutes ces questions, parce que ça soulève certainement des images, peut-être les personnes qui nous écoutent, vous vous demandez comment savoir justement dans quel état est cet animus, ce masculin en moi. J'avais fait une émission, je donne
régulièrement, je ne vais pas dire toutes les semaines parce que là, je n'ai pas pu le faire les 2 dernières semaines, mais je donne régulièrement une émission sur les rêves sur ma communauté de femmes sorcières sur Facebook. Et là, j'en avais fait une sur justement le masculin dans les rêves. Et un petit exercice que vous aurez peut-être envie de faire, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram aussi, pour identifier la forme actuelle de votre masculin grâce à vos rêves. En fait, c'est de regarder les rêves et comme Guillaume le dit, c'est une respiration. Donc, c'est pas, tiens, j'ai atteint la forme illuminée de mon masculin, c'est bon, parce qu'on redevient Shiva, sinon dans sa montagne. Ça évolue, en fait, ça évolue par rapport aux événements de la vie, par rapport aux phases. Et donc, dans mes rêves, est-ce que cette figure masculine, et pour le coup, on va vraiment parler de l'homme mâle, est-ce que l'animal ou l'homme, etc., est-ce qu'il est menaçant? Est-ce que je suis souvent poursuivie par des hommes dans mes rêves? Est-ce qu'il y a un assassin? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un masculin dangereux? Est-ce qu'il y a des pirates? Est-ce qu'il y a des voleurs? Est-ce qu'il y a des loups-garous, des bêtes sauvages? Est-ce que ma relation avec mon masculin me met dans une posture de fuite en fait et de victimisation vis-à-vis de lui? Ça, c'est le premier niveau du masculin. Et comme je dis, il revient par phase. Je suis confrontée à une difficulté extérieure dans ma vie, je deviens super dure avec moi-même, paf, ce masculin peut revenir dans ce niveau-là. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas des niveaux de capacité ou d'excellence, c'est dans quelle phase je suis dans ma vie aujourd'hui. Stade suivant, c'est Jung qui développait ces stades. Stade suivant, est-ce que ce masculin, dans mes rêves, a une apparence plutôt gentille et inoffensive? Est-ce que j'ai des petits garçons dans mes rêves? Est-ce que j'ai des petits animaux tout mignons? Des petits lapins, des petits ours, ou bien plutôt cet archétype de l'homme un peu sportif, gentil, le bon ami. Est-ce que j'ai des bons amis dans mes rêves? Donc, deuxième stade, ça veut dire je crée une relation de douceur, je crée une relation avec cet animus, je suis dans une phase où je suis plutôt bienveillante vis-à-vis de moi-même. Étape suivante, est-ce que ce masculin est un allié? Est-ce qu'en fait, il me soutient? Est-ce que c'est un chevalier? Est-ce qu'il va me sortir d'une situation impossible? Est-ce que cet allié va venir m'aider? Et donc, est-ce que j'ai la capacité à moi-même, dans mes problématiques dans ma vie, à me donner les ressources dont j'ai besoin? Est-ce que je vais moi-même me permettre de sortir de ces situations plutôt que d'attendre que c'est ce sauveur, ce prince charmant extérieur qui le fasse? Est-ce que ça se reflète dans ma psyché? Ça peut être un chien sauveteur aussi. Oui, ce confident, cet allié, est-ce qu'il va y avoir dans mon rêve, grâce à une figure masculine, une résolution? Et la dernière étape, c'est cette figure de Gandalf. On aime beaucoup parler de Gandalf. C'est la figure du sage spirituel. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Merlin ou d'autres images, ça dépendra ce qui vous Mais parle. on aime beaucoup une scène Guillaume me la montre souvent parce que c'est vrai qu'elle est géniale au niveau archétypal. Ce moment où Gandalf est face au monstre et il dit « Tu ne passeras pas !» Et donc voilà, c'est vraiment ce sage spirituel, mais qui est dans la bienveillance. C'est pas un sage dur qui dit « Fais tes méditations 3 heures par jour. » C'est vraiment ce sage bienveillant au cœur tendre, en fait, au cœur d'enfant, qui peut être exprimé sous la forme d'un soleil lumineux. On parle souvent aussi dans la pratique des rêves lucides de cette lumière de lucidité, qui est aussi celle qu'on retrouve dans les différentes phases du bardo au moment de la mort, cette lumière, en fait, ce portail de lumière. Donc, est-ce que c'est quelque chose de rayonnant qui me donne de la force, qui me donne la vie, qui me permet de me sentir apaisée, en fait, et plus en lutte? Ça peut être aussi une tour qui m'élève et qui me permet d'avoir un point de vue de l'extérieur, qui me permet, au lieu d'être prise dans le combat du rêve ou dans la situation du rêve, est-ce que c'est quelque chose qui m'élève et qui me donne un nouveau regard sur ma réalité extérieure? Voilà, donc c'est intéressant de faire ce petit exercice, d'écouter ses rêves et d'identifier quelle est la phase en cours et comment je peux nourrir en fait cette relation pour faire évoluer ces personnages dans mes rêves. Si je peux juste me permettre de ramener à nouveau à ce niveau de vigilance entre la bonne distinction entre masculin et homme et féminin et femme. Pourquoi? Parce que au travers d'une image onirique, vous allez peut-être avoir la manifestation dans un rêve éveillé, sous hypnose, un voyage chamanique, d'une figure masculine qui peut être menaçante, mais qui nous a été léguée justement par notre maman et qui va se traduire par un comportement chez notre maman. La dimension possessive, par exemple,
est souvent associé à un animus enfermant, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des volontés de contrôle, des trucs comme ça. Et ça ne veut pas dire que c'est un homme à l'extérieur de vous, c'est que c'est une énergie masculine en souffrance qui doit être retrouvée. Donc voilà, juste niveau de vigilance sur le distinguo. Mais j'ai beaucoup parlé des femmes parce que mon travail se porte avec les femmes, mais ça va être la même chose dans les rêves des hommes. On va parler de figure masculine aussi. Et eux vont plus avoir le problème en général avec leur anima. Je parlais récemment avec un rêveur du fait qu'il avait des figures féminines très menaçantes. Parce que nous, notre travail de femme, ça va plus être comment je vais harmoniser ma relation avec mon masculin, en fait, avec lequel il y a souvent des conflits. Et l'homme va plus être en conflit avec cette énergie féminine, comme le décrivait très très bien ton extrait. Comment je peux sortir du ventre matriciel qui m'étouffe et qui m'enferme et qui me tue et trouver ma place dans le monde. Oui. Alors, des petites clés aussi pour rebondir, hein, pour se mettre dans un travail concret dès maintenant par rapport à ce masculin. Parce que justement, la notion de la gestion du temps et la procrastination, un masculin qui est aligné en place, il a du plaisir à avoir des désirs qui sont les siens, et donc que ce soit une femme ou un homme. Hein. Et du coup, premier exercice que je trouve très important, qui peut paraître un peu de base, mais c'est qu'est-ce que je veux? Et de dresser la liste de ce que nous voulons et de ce qui va nous procurer du plaisir, de la joie. Et lorsque l'on dresse cette liste, d'être attentif à la part en nous qui va dire « mais est-ce que tu en as vraiment besoin ?» ou qui va nous juger par rapport à certains désirs. Même les désirs les plus mercantiles, c'est hyper intéressant de les entendre. Dans les traditions tibétaines, on dit que tout ce qui est extérieur est un phénomène finalement. Ça représente un objet qui représente une expérience. Que ce soit une bagnole, que ce soit un sac à main ou tout ça, au final, tout ça représente une expérience. Et donc, nous avons le droit, dans notre expérience du vivant, à avoir des désirs d'expérimenter cette matière qui va aussi toucher notre âme et nous faire grandir. D'où l'idée de s'unir à l'extérieur, de faire l'expérience, parce que expérimenter quelque chose permet d'en avoir la connaissance, c'est-à-dire la connaissance, de naître avec et du coup de grandir. Donc c'est ça l'autorisation du masculin, c'est expérimente, mais en fonction de tes désirs à toi, et du coup grandis au niveau de la rencontre avec toi-même. Donc d'abord, l'exercice de savoir ce que nous voulons et de retrouver le lien à notre désir. Et pas plus tard que ce matin, j'ai accompagné quelqu'un en consultation et on a fait un gros travail transgénérationnel. La notion du désir est très souvent, dans notre inconscient, associée à menace de souffrance. Parce que dans l'expérience du désir, il y a la sexualité, il y a l'argent, il y a la possession, il y a pas mal d'éléments sur lesquels nous avons neuro-associés beaucoup de souffrance, ou alors nos ancêtres ont vécu des trucs horribles par rapport à ça. Donc le meilleur moyen de nous mettre en sécurité et de nous programmer dans notre mémoire, plaisir égale souffrance, donc on évite d'avoir du désir, ou alors ce désir, il est erroné, il est malsain, c'est le désir de l'extérieur parce qu'on est blessé dans notre estime de nous. Du coup, on va se dire, tiens, si je réponds au désir extérieur, d'avoir des bons diplômes, là, parce que c'est l'extérieur, c'est la société qui veut ça pour pouvoir exister, de pouvoir faire plaisir à telle personne, parce que comme ça, du coup, je suis une bonne personne, et ainsi de suite. On est perdu par ces désirs extérieurs, on ne sait plus qui on est. Un masculin qui est aligné, c'est je sais ce que je veux pour moi, d'abord. Tant mieux si ça rencontre ce que l'autre veut pour lui. Et c'est là où on devient co-créateur de la réalité et pas simplement reproducteur de quelque chose. Donc la première quête, qu'est-ce que je veux? La seconde, c'est du coup redéfinir la notion du désir, la réexpérimenter pour soi-même. Je prends un temps pour m'arrêter, je me dis, mais tiens, en fait, qu'est-ce que j'aime pas? Mais vraiment, de se rendre compte aussi de tout l'émotionnel qu'on a associé, que ce soit en termes de nourriture. La bouffe, c'est hyper émotionnel. Qu'est-ce que j'associe à un café? Qu'est-ce que j'associe à l'alcool au niveau social, par exemple? Qu'est-ce qui se passe si maintenant, je ne consomme pas? Tous ces facteurs que j'ai besoin de consommer qui vont m'aider à avoir une existence extérieure. Donc ça, c'est la troisième réflexion pour me réapproprier qui je suis, c'est de faire la liste de tous les substituts sur lesquels je m'appuie qui vont me donner l'illusion d'avoir une existence extérieure. Et on va vraiment prendre le temps de réaliser à quel point, en fait, on s'appuie sur plein de choses qui ne sont pas nous. Et ça ouvre la porte en grand à
un animus en nous qui est malade. Parce qu'il va fonctionner dans ses peurs, il va nous mettre dans nos peurs et il va pas du tout soutenir notre créativité, pas du tout soutenir notre inspiration féminine, pas du tout soutenir la vulnérabilité dans laquelle on va vraiment grandir. Mais en fait, c'est complètement fermé et le mouvement organique de notre âme. Donc l'extérieur et cette union à l'extérieur et cette rencontre avec l'extérieur va nous permettre, lorsqu'on manifeste ça dans le monde et qu'on a du plaisir à vivre ici et qu'on est dans l'action, parce que c'est la difficulté, que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, lorsque le masculin est en souffrance, leur passage à l'action ou ne se fait pas, c'est très souvent le cas, ou il se fait mal, ou alors ils sont dans l'attente que l'extérieur leur donne l'autorisation de faire quelque chose. Donc il ne se passe rien concrètement dans leur vie. Et il y a plein de gens dans un cheminement spirituel qui sont dans la quête intérieure, mais qui ne font pas le travail au niveau de l'animus, et donc leur passage à l'action à l'extérieur, ça ne témoigne pas, leur vie extérieure ne témoigne pas de leur union intérieure. Et donc et qui sont très identifiés à Shiva dans la grotte, comme je disais tout à l'heure. Il y a énormément de personnes soi-disant sur un chemin d'éveil ou éveillées, complètement coupées de la relation à l'autre, complètement dans le jugement, complètement tu dois faire ça pour que je t'aime, tu dois faire comme ça, tu dois être comme ça, non, je peux pas être avec quelqu'un qui fait comme ça, qui fait comme ça. D'où l'intérêt de travailler avec ses rêves, parce que le travail des rêves, c'est aussi aller rencontrer tous ces personnages étranges, inconnus, bizarres, qui sont ces parts de nous qu'on projette sur les autres. Donc oui, clairement, je crois que l'appui de l'extérieur devient inévitable à notre époque. Peut-être ça va tout doucement amener vers la fin de notre interview, parce qu'on a choisi de s'incarner. On a choisi un corps, on a choisi une vie, on a choisi une matérialité. Le rejet de cette matérialité, les jugements, comme on le disait dans l'expression de l'animus négatif, qui juge, qui est dans le conflit avec l'extérieur, ne permet pas la véritable union intérieure. Ça permet peut-être une illusion d'union intérieure où on se coupe, où on s'élève, mais il n'y a que par, comme disait Guillaume, avec tous ces manifestations extérieures de désir, et si ça se porte sur une voiture parce qu'on projette notre liberté là-dessus, tant mieux. Du moment que ces désirs sont entendus et reconnus et exprimés dans le monde, pour être dans cette union et ce vase communicant. Oui, ça n'est pas, le monde est malade, le climat part en cacahuète et tout ça, donc je refuse ce monde. Non, si je suis là, c'est justement pour pouvoir, avec ce monde tel qu'il est aujourd'hui, voir comment je peux grandir. C'est valable aussi très souvent en relation. J'aime pas, il n'est pas ouvert à ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément rester dans la relation, mais ça veut dire que Krishnamurti le disait très bien, le travail commence à l'endroit où je suis. Je ne peux pas vouloir être déjà ailleurs ou dans un futur qui n'est pas là. Je dois être acteur dans cette dimension-là. Arnaud Rioux parle très bien de la période que nous vivons, avec l'union entre l'aigle et le condor, entre la tête et ce ventre qui est plein de désir, entre ce masculin, ce féminin. Et ces retrouvailles se font au niveau du cœur. Et c'est retrouver ce principe et ce procédé d'unité qui se trouve au niveau de cette région du cœur. Et pour ça, il faut refaire le mariage intérieur, refaire le mariage avec l'extérieur et avoir du plaisir à être vivant. C'est chouette. Donc, je crois que c'est une très bonne phrase de dire, voilà, commençons là où on est. Et le problème de tellement d'entre nous, des gens qu'on accompagne, c'est je serai heureux une fois que j'aurai quitté mon boulot. Je serai heureux une fois que j'aurai déménagé dans la campagne. Je serai heureux une fois que j'aurai déménagé au Portugal. Je serai heureux une fois que j'aurai trouvé un compagnon. Et en fait, on reporte en permanence notre expérience du vivant parce qu'on projette nos croyances sur le fait qu'au travers que ce vide pourra être comblé par quelque chose d'autre que nous-mêmes. Donc, partir de là et maintenant, en fait. Là et maintenant, quels sont mes désirs, quels sont mes besoins et comment je vais pouvoir y répondre. Pas forcément par une réponse extérieure, mais par une pleine considération de ce manque, un plein amour, une pleine bienveillance vis-à-vis de lui, pour plutôt que de toujours être en lutte, être en réamour, en amour de soi. Merci. Merci. Merci à vous. Non, mais vous nous avez donné
pense on a quelques clés là. On repart avec un... Mm. En 1 heure, là, je pense qu'on a quelques clés là. Mm. Et justement, de ce voyage de l'extérieur vers l'intérieur. Ouais, je pense que c'est intéressant de perturber un peu nos cerveaux avec cette formulation pour nous couper de cette séparation du monde. C'est ça. Pour nous couper de cette séparation du monde, c'est intéressant. Oui. C'est joliment dit, en effet. C'est hyper précieux pour moi Après, Fab, tu rebondiras, mais je vais parler pour moi d'avoir des messages, de tels messages aussi dans un sommet comme celui-là. Déjà parce que c'est un sommet, donc on a profondément cette croyance de ce que vous défendez aussi, de l'extérieur et des reflets et des soutiens, etc. De l'extérieur, c'est ce qu'on fait quand on organise un sommet. On invite un tas d'intervenants justement pour aller se confronter à tout ça. Et moi, je suis toujours émerveillée à quel point vous me parlez de moi, en fait. et du coup, j'espère, vous qui nous écoutez, que vous vous retrouvez aussi parfois à certains endroits. Et merci aussi infiniment pour les clés concrètes. Parce que c'est vrai que parfois, on peut avoir tendance pendant des heures et des heures à parler de concepts. Et maintenant, concrètement, comment on fait, en fait, pour se mettre en mouvement et pour passer à l'action et pour matérialiser ce qui pourrait rester un petit peu... Shiva. Là. Ouais, voilà, exactement. Qui pourrait rester Shiva, effectivement. Exactement. Ouais. Donc, merci beaucoup pour aussi ces aspects très concrets, ces exercices, etc. Merci beaucoup. Mais surtout, j'allais dire surtout nous, toute cette communauté où on a entre guillemets l'impression de faire notre travail et comme vous disiez, de l'intérieur, et de dire mais moi je comprends pas, je fais mon travail, je fais tout, je fais mes méditations, mes machins, et c'est toujours le bordel à l'extérieur. C'est toujours autant dans mes relations. Et je pense que c'est important aussi de rappeler en fait cet animus. Ouais. Après, le bordel, ça peut être chouette. Chaplin le disait. Ouais, Il ne faut alors... pas avoir peur de se confronter, car du chaos Non, naissent des bien étoiles. Ça sûr. fait partie du vivant. Oui, bien sûr. Ça fait partie du mouvement et ça fait partie effectivement de l'expérience et d'expérimenter. Ouais. Après, tout le temps, le bordel, ça peut être fatigant. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ça, voilà. Un peu, c'est bien, mais c'est bien quand ça s'arrête aussi. C'est ça. Écoutez, merci infiniment d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci d'avoir joué le jeu. Merci pour votre union. Votre union sacrée. Merci. Et une petite note pour dire que tout ça, on l'approfondira justement parce que Guillaume et moi, on aime beaucoup l'expérience plutôt que les mots. On approfondit dans notre retraite en janvier qu'on va donner pour la première fois et sans doute pas la dernière, qui va porter pour thème Shiva et où on va expérimenter cette énergie masculine et comment la guérir, l'explorer et la réexprimer pour que notre fleuve, notre rivière reçoive. Et c'est une retraite que vous donnez, vous en couple avec des couples? Non, c'est pour les femmes. Pour des couples ou pour des femmes? Uniquement pour des femmes pour l'instant. Pour des femmes, d'accord. Pour vraiment travailler cet animus dans la femme. Très bien. C'est noté. Merci pour votre confiance. Amala. Merci infiniment. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. À vous qui nous regardez, merci de nous suivre, merci de continuer l'aventure avec nous et on vous embrasse bien fort et on vous dit à bientôt. À bientôt, merci d'être là.
Merci.